questions. Et l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir clarifier certains points des rapports que vous avez soumis au comité, pour clarifier certaines questions et certaines préoccupations, et donc on est vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre. C'est un briefing qui est informel. J'essaierai de faire le chair le moins possible, mais néanmoins, on n'a que 50 minutes, donc si vous êtes trop long dans vos interventions, je serai obligé de vous couper. Voilà. Mais sinon, je vous souhaite encore la bienvenue, et mesdames, messieurs les membres du comité, je vous laisse la parole. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je commencerai. J'espère que tout le monde puisse m'écouter et qu'elle puisse comprendre mon français qui n'est pas forcément bon. Mais tout de même, il y avait des questions que je voudrais poser. L'une concernant le problème de l'indépendance dans la législature. Donc, selon une certaine information qui nous a été soumise pendant la réunion précédente dans la salle réunion, il y aurait la possibilité de envoyer à la retraite 300 juges d'emblée. Et je voudrais savoir s'il y en a des informations plus étayées sur cette question, quelles sont les motifs, si c'est une question d'âge, s'il y a une question comme notamment assez impressionnante du magistrat. Il semble que ce soit une décision du gouvernement. Donc il faut savoir quel est le but de cette décision. Et la deuxième question concerne le droit de réunion. Ce serait parce que, en ce qui concerne la ville d'Alger, il y a, comme on parlait, une défense de voir des réunions publiques. Mais je voudrais savoir si une telle prescription existe aussi pour la région d'Oran, parce qu'il y a des doutes si sur cette région il y a aussi cette possibilité de ne pas avoir accès à des réunions publiques de ce genre. Et ce seraient mes deux questions pour maintenant. Je laisse à mes collègues s'ils veulent. Alors, voilà, on va répondre à ces deux premières questions. Alors, une première sur CSM et 300 juges à la retraite, et une deuxième sur le droit de réunion à Alger. Est-ce que c'est aussi le cas à Oran? Alors, qui veut répondre? Oui. Je répondrai d'abord à la première question, puisque c'est moi qui avais donné cette information. J'ai dit que c'était durant le précédent mandat du ministre de la Justice, M. Taïb Blaise, qui a utilisé le Conseil supérieur de la magistrature durant son mandat pour révoquer à peu près 300 magistrats. Il faut signaler ici que le Conseil supérieur de la magistrature se transforme en conseil de discipline avec comme premier responsable le premier président de la Cour suprême qui est désigné par le président. Et c'est le président de la Cour suprême qui dresse lui-même l'ordre du jour de la commission de discipline. Ça veut dire que personne n'a rien à voir là-dedans. Et j'ai cité des cas où des juges étaient en fonction et on les a appelés en leur disant, on vient de lire le journal officiel, votre nom figure comme étant un magistrat qui a été révoqué. Le mandat du précédent ministre à partir de 2011. Donc c'est ancien? C'est ancien, mais ça a été de sang combien qu'on puisse. À cet égard, il y a une association des magistrats révoqués et mis à la retraite qui n'a pas été enregistrée, et eux-mêmes ne veulent pas trop faire de bruit parce qu'ils ont senti les foudres des autorités. Donc il y a une association qui essaie de reposer leurs problèmes en espérant chaque fois que le changement politique induirait à d'autres prises de décision par rapport à leur statut. Donc cette décision, ce serait vers 2011. Vers 2011, mais ça continue, il n'y a pas très longtemps, il y a je crois un mois, on a annoncé qu'il y a 29 magistrats qui ont été révoqués. Il y a à peu près un mois, 29 magistrats qui ont été révoqués. Peut-être la suite de procédures disciplinaires. Oui, c'est des procédures disciplinaires, ça, j'en suis sûr. Mais les gens ne sont même pas informés, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la possibilité de lire le rapport qui est contre eux, de venir se défendre, donc on leur apprend. Il y a la possibilité formelle de faire un recours, ça c'est vrai, ça existe dans la loi, mais une fois que les décisions de ce type ont été prises, très rares sont les fois où il y a un changement de décision.
Je peux aussi préciser qu'il n'y a pas si longtemps, il y a aussi 15 jours, le syndicat des magistrats avait menacé les journalistes en leur disant « Vous n'avez pas à parler des magistrats au sein de vos articles ». Surtout c'est concernant une affaire de cocaïne. Donc le syndicat des magistrats, au lieu de dire il faut que la justice soit rétablie, il faut que les juges incriminés soient enlevés et les juges menacer tout le monde. Merci beaucoup. Et pour Oran, parce que je suis d'Oran, s'il vous plaît. Alors, non, je crois que je vais arrêter là parce qu'il y a d'autres qui veulent parler, je suis désolé. Alors allez-y. Parce que je suis d'Oran, en fait, l'interdiction de manifester est une interdiction nationale. La seule différence, c'est qu'à Alger, les autorités disent qu'il y a un décret que personne n'a lu, mais dans les autres régions, c'est une interdiction. C'est-à-dire, même si vous vous déplacez au service de la préfecture pour déposer une demande de manifestation, les services ne veulent même pas prendre cette demande. On vous dit non, on ne prend pas cette demande et c'est une interdiction de manifester au niveau national. Très bien, merci. Alors, moi, je veux juste rebondir sur l'interdiction de réunion de manifestation. Même si on sait bien sur Alger, le décret existe, mais il n'est pas été publié par. Mais l'interdiction est systématique pour toutes les régions du pays. D'ailleurs, beaucoup d'associations, l'association de Zérouna, c'est-à-dire une interdiction systématique à Alger. Nous, l'association là, je presque systématique des interdictions sur tout le territoire national. Depuis à Alger, ça fait des années qu'on a fait. C'est le pouvoir discrétionnaire du gouverneur pour admettre ou pas admettre des réunions. Oui, non, par exemple, notre assemblée générale, justement, quand on voulait partenaire en 2013 pour se conformer effectivement pour la loi de 1206 qu'on a dénoncée, mais on a dit conformer à cette loi. On a fait une demande pour le 29 juin 2013, aucune suite. On a nommé pour le 5 juillet 2013, et nous avons notifié un refus non justifié. Et là, donc même si c'est un refus systématique pour un bon nombre d'associations, ce qu'il y a de signaler, c'est qu'avec la nouvelle loi, ils ont mis un bon nombre d'associations au marge de l'enregistrement. Automatiquement, tu ne peux pas tenir des réunions puisqu'ils ne vont pas accepter le dossier et la réunion, puisqu'ils demandent l'agrément de l'État. Alors, ensuite, je vous donne la parole. Si, non, c'est bon. Alors, Al-Karama et puis après, le collègue Blaise. Oui, peut-être brièvement compléter la réponse de Choucha concernant l'indépendance de la magistrature. Pour assurer l'indépendance, il faut absolument réformer le statut portant magistrature. Et comme la majorité des membres du Conseil supérieur de la magistrature est nommée par l'exécutif, il est vain de penser que le Conseil de la magistrature puisse être indépendant. Donc, tant qu'il n'y a pas une majorité de représentants qui soient élus par leur pairs, il est vain de penser qu'on pourrait avoir un système judiciaire indépendant. Tout de même, la majorité des membres du Conseil supérieur, ce sont des magistrats. Oui, mais ils sont nommés, le président de la Cour suprême est nommé par l'exécutif. Le Conseil est présidé par le président de la République et le ministre de la Justice. Merci. Merci. Un dernier point. Un dernier mot sur la question de la liberté de rassemblement. L'Algérie a annoncé qu'elle comptait adopter une loi sur le rassemblement pacifique. C'est une recommandation que porte Amnesty également. On appelle également à la modification du code pénal, parce que dans le code pénal est criminalisé l'attroupement non armé. Donc ça, c'est la deuxième recommandation de l'organisation sur cette question de la rassemblement. Merci. Alors, je redonne la parole au comité. M. Koïta, vous avez une question. J'ai juste une petite précision. Quel est l'état des lieux de détention en Algérie? J'aimerais connaître l'explication que vous pouvez donner sur la restriction des délais de visite une fois que l'avocat ou le membre de famille aura visité le lieu. Et quelle est l'explication que vous donnez, s'il y en a, à la présence de la police, un entretien entre le président et son avocat. Enfin, quelle est la situation de Malik Jounou? Très bien,
Merci. Qui peut répondre? La question de la détention. Alors, la détention préventive en Belgique peut aller jusqu'à 20 mois, selon le code de procédure pénale. La problématique qui est posée souvent, c'est la question des délais raisonnables qui est prévue par l'article 14. Ce délai raisonnable est très souvent pas respecté, c'est-à-dire qu'on maintient les personnes en détention dans la phase de l'instruction. Une fois que la phase d'instruction est terminée, on transmet les dossiers au niveau de la chambre criminelle. Ça peut prendre énormément, on parle de crimes, pas de délits en l'occurrence, parce que c'est souvent des crimes sur la base desquels sont poursuivis les défenseurs des droits humains. Souvent, entre le moment où l'instruction se termine et au moment où il y a l'ouverture de l'enquête par la chambre criminelle et le verdict, il se passe un temps très long. On a des exemples concrets. Touati Merzour, le journaliste blogueur, Saïd Chito, le journaliste qui est en détention encore provisoire, même si le code pénal le prévoit, il y a un problème au niveau des délais raisonnables, puisqu'il est, lui, Saïd Chito, en détention depuis plus d'1 année, sans procès, sans date de procès, et voilà, donc à ce niveau-là. Et d'abord, Caravan. Oui, pour répondre à la question relative à M. Malik Mjnoun, comme j'ai été son premier avocat lorsqu'il a été présenté pour la première fois en 1999 devant le tribunal de Timbuktu, je suis resté en contact avec lui et j'avais déposé d'ailleurs une communication au comité concernant. Il a été condamné finalement à 10 années d'emprisonnement. Il est resté plus de 9 années en détention provisoire. Le procureur général que j'avais saisi à de nombreuses occasions avait refusé de le déférer devant une juridiction de jugement, bien que l'instruction avait été terminée depuis 7 ou 8 années. À sa libération, en fait, il a été condamné à une peine qui a couvert la période de sa détention. Il a depuis été libéré, mais évidemment, il n'a ni été indemnisé, ni la décision du comité n'a jamais été mise en œuvre le concernant sur son point. Donc l'ordonnance de 2015 et l'État le réitère d'ailleurs dans la réponse à votre liste de questions, précise bien que le gardé à vue peut avoir un entretien avec son avocat sous le regard de l'officier de police judiciaire. Et donc dans la même phrase, ils mettent que, donc, garantissant le secret de l'entretien, mais sous le regard de l'officier de police judiciaire, donc je pense que c'est important de soulever cette contradiction. Et puis il faut aussi préciser qu'en matière de terrorisme, enfin en matière de droit applicable au cas qualifié de terrorisme, qui d'ailleurs dont la définition est extrêmement large et peut contenir d'ailleurs des actes tombant sous des libertés fondamentales, l'accès à un avocat est garanti après 6 jours seulement, et en pratique par ailleurs, mais cette garantie, si restrictive soit-elle, n'est pas respectée. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aurais quelques précisions à demander à les disparitions forcées. Premièrement, aussi pour les poursuites, pour l'article 46 de l'ordonnance, l'État partie nous répond en fait ils n'ont pas connaissance de poursuite. Et c'est juste pour confirmer qu'en fait vous ne connaissez pas de poursuite sous cet article. Et deuxièmement, si dans ce cas aussi, le comité en fait a aussi demandé des mesures provisoires pour ne pas, justement par rapport à cet article dans ce qu'on a eu en passé. Il paraît peut-être s'il n'y a pas de poursuite, est-ce que ça a en effet eu un effet, cette demande de mesures provisoires de la part du comité? Les réunions et les manifestations qui continuent, justement, donc le harcèlement, la violence dont on a parlé, on a vu dans les rapports aussi. Est-ce que vous pourriez donner des exemples peut-être spécifiques? Est-ce que ce genre de réunion continue régulièrement? Et peut-être des exemples récents où en fait il y avait justement des incidents de harcèlement, de violence, mais dans les années récentes. Deuxième question, en général, c'est les plaintes et poursuites pour justement dans les affaires de disparition forcée. On a un petit tableau qui a donné des informations d'état partie. Il y en a très peu. Mais en fait, ils ne donnent même pas les résultats de ces poursuites qui
été engagés. Mais ce qui est intéressant, c'est un total de 74 cas en général pendant des années depuis 2013. Mais ce qui est intéressant là, qu'en 2017, il paraît qu'il y en avait une trentaine, tandis qu'en 2016, il n'y avait que 3 qui ont été entamés. Alors, est-ce que vous avez une impression pourquoi? Est-ce que c'est juste le hasard ou pourquoi est-ce qu'il y aurait cette augmentation pendant cette année ou d'autres informations sur ça? Là, ma dernière question, c'est un problème aussi aujourd'hui, même je continue en fait des disparitions forcées jusqu'à ce jour. Concernant l'article 46, franchement, il n'a jamais été appliqué. Nous n'avons pas aucune personne qui a été poursuivie dans le cadre de l'article 46, mais nous avons des personnes qui ont été poursuivies en justice pour avoir manifesté, ça on a eu. Par contre, l'article 45, lui, a été appliqué, mentionné dans des réponses. L'article 45 qui dit que nul n'a le droit de déposer des plaintes contre les agents de l'État qui ont dignement surveillé la nation. Comme, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de déposer des plaintes, les victimes n'ont plus le droit à la justice, à s'adresser à la justice du pays. Donc celui-là, on a eu des réponses quand on dépose des plaintes au niveau des tribunaux, on a eu des réponses, et donc il y a un concret qui est là, Madame Boucher a reçu une réponse du ministère de la Justice pour dire que la charte a réglé tous les problèmes, enfin ce sont des textes d'application de la charte, que la charte a réglé tous ces problèmes et que ce n'est plus l'affaire des disparus n'est plus du ressort de la justice. Donc on a répondu à cette lettre, on n'a jamais eu de réponse. En 2010, concernant les manifestations, nous avons dans notre rassemblement que nous tenons depuis 1990, que nous tournions depuis 1998 devant l'Observatoire des droits de l'homme, qui est devenu aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme. Et bon, ça ne veut pas dire que ça a été facile au début, mais pendant quelques années, ils nous ont nous surveillé de très près, mais ils nous ont un peu laissé nous rassembler. Et en 2010, les autorités algériennes ont décidé que le dossier des disparus était clos avec la charte, qu'ils avaient réglé le problème des disparus. Et donc, pour ce faire, pour me faire valoir ça, ils sont venus à notre rassemblement, c'est le mercredi. Ils sont venus avec bien armés, blindés, fourgons de police et tout ça, c'était un déferlement. Et là, ils nous ont bien tabassés. En 2010, ils nous ont bien tabassés. D'ailleurs, le groupe de travail, et je crois que le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et le groupe de travail sur les disparitions forcées, il y avait trois mandats qui ont fait un communiqué commun à ce sujet-là. Et on a eu vraiment des personnes qui sont parties à l'hôpital, c'était l'ambulance et tout ça, ils nous ont vraiment bien cognés. Et depuis, nous n'avons plus accès à cet endroit où on manifestait depuis. Donc nous avons fait des tentatives plusieurs fois, et puis bon, on a eu des personnes arrêtées, poursuivies, et là on se retrouve sur un bout de trottoir, à un arrêt de bus, là on se donnait rendez-vous pour pouvoir essayer d'accéder à notre endroit habituel. Sinon, quand on essaye de faire des rassemblements, là maintenant c'est quasiment impossible, pour des dates ponctuelles telles que le 8 mars, le 30 août pour l'anniversaire international, pour la journée internationale des disparus, c'est devenu impossible. Là, ils sont déjà là avant qu'on arrive. Pourtant, on prend toutes les précautions possibles pour pas qu'ils sachent où on va se rassembler, et là, on les trouve sur place, et là, ils font pas... ni égard à l'âge de ces familles, de ces mères, ni rien. Tout le monde est tabassé, tout le monde est emmené au poste de police. Ils nous gardent toute la journée au poste de police, dans les fourgons. Et puis après, en fin de journée, ils nous emmènent faire la visite médicale comme des malpropres dans des centres médicaux. Ils nous emmènent en file indienne. Et comme s'ils ne nous avaient pas frappés, hein, mais la visite c'est une fausse visite puisqu'on n'est pas visité du tout. Et voilà, il faut un certificat médical comme quoi ils nous ont relâchés et qu'on n'a pas été tabassés. Donc, tous les 8 mars, sans exception, je suis arrêtée par la police. Quelquefois, je suis tabassée. Et donc, il y a 3 ans, on m'a même fait passer devant un médecin. C'était un hôpital public. J'avais des bleus de l'arrêt de pied. Et donc, sur le certificat, il était mentionné que je n'avais aucun problème. Et moi, j'avais signé, j'étais d'accord, parce que sinon, j'aurais pu ne pas être relâchée si je le certificat médical. C'est uniquement ça, et ils ne veulent pas nous laisser manifester en faveur de la mémoire des disparus. Dans toutes les salles privées, c'est-à-dire avec nos réunions privées, dès qu'on arrive, nos invités sont mis à la porte par les services de sécurité, et quand moi et les membres de l'association refusent de sortir de la salle où nous avons payé au préalable, et ils demandent, ils intimident le directeur de l'établissement dans l'ensemble, que s'ils ne réussissent pas à nous faire sortir, il est passif de fermeture de son établissement. Donc, ce sont des exemples concrets
que nous vivons pas une fois par an, c'est chaque année et plusieurs fois par an. Et le seul lieu où maintenant nous pouvons tenir des réunions où ils ne peuvent pas se faire sortir les gens, mais ils sont là présents, même si on les met à la porte, c'est difficile pour nous, c'est dans les sièges de nos associations. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé une affaire et ils m'ont fait condamner à 1 an de prison ferme. Bon, j'ai suivi la procédure et en attendant, j'ai obtenu que la condamnation soit Merci. Alors, très brièvement, je veux tout simplement clarifier quelque chose, parce que les non seulement déléguer les pouvoirs judiciaires à une organisation militaire qui s'appelle le Polisario, mais il pratique aussi les disparitions forcées et l'assassinat. Et on a évoqué tellement dans nos rapports, en interaction avec les PR, avec les comités, le cas de Khalid Mahmoud, qui est un ex-responsable des droits de l'homme au sein de l'organisation du Polisario. Et l'organisation de Al-Karama a évoqué maintes fois ça devant les comités et ils ne reçoivent aucune réponse de ça. Ça démontre que c'est un refus systématique aux recommandations des comités et des conseils spéciaux dans des cas précis dont les victimes veulent vérifier sur ces cas et sur ce destin. Merci. D'accord, merci beaucoup. Oui. Je vais apporter une précision justement par rapport à cette question sur l'utilisation de l'article 46 de la Charte de la Constitution nationale. On a reçu des informations de la part de la famille et de l'avocat de M. Benani selon lesquelles justement il a été condamné par un tribunal correctionnel en avril 2018, et parmi les charges à ce moment figurait l'article 46. Outre celle-ci, figurait aussi un peu de président. Et il a été condamné à donc il y a un cas, et on peut dire, même si c'est vrai que jusqu'à ce cas, il n'y a pas eu de poursuite sur cette date-là, ça participe à un climat de censure parmi les défenseurs des hommes. Question d'aller à M. Merci. Bon, je voulais simplement transmettre un message de 1550 de familles qui ne peuvent jamais faire de deuil quand on parle de preuve ni des circonstances de la mort de nos parents. C'est un message transmis de 1552 familles. D'après nos recherches et nos enquêtes, parmi les constats qu'on a trouvés, il y avait l'existence de presque 273 cas de prisonniers dans les prisons de Saint-Boukhari et El-Boura, en Algérie. Mais dans les années 1987, ils les ont transférés à Tunis. Ici, je me pose la question de quel droit un État se permet de transmettre des prisonniers. En plus, nous avons fait plusieurs actions au niveau du groupe du travail de la disparition forcée. Nous avons aussi soulevé le problème au niveau de l'Union européenne. Nous avons soulevé le problème au niveau des organisés, à savoir tels que le remède, et nous n'avons jamais eu de réponse. Très bien, merci. Non. Je prends une minute, toujours sur la question sur la liberté de rassemblement et les exemples. Alors d'abord, peut-être dire que dans une des réponses de l'Algérie au comité, ils ont cité 303 manifestations pacifiques avec un refus de seulement 10 demandes d'autorisation. Ça, c'est un chiffre qu'on conteste. Parmi les exemples qu'on a les plus récents, en 2018, le 3 janvier, le 19 mars et le 24 avril, des médecins résidents en grève depuis la fin de l'année dernière ont tenté de braver l'interdiction de manifester à Alger. Et ils ont été, donc on parle d'un chiffre entre 2000 et 4000 personnes qui sont sorties à chaque fois. Et à chaque fois, ils ont été frappés, certains blessés gravement, interpellés pour quelques heures, et puis ensuite relâchés. Très bien. Je voudrais sur la question de la liberté de réunion et de manifestation. Deux points importants. Je pense que la loi 91-19, qui réglemente la liberté de réunion, prévoit un cas spécifique, celui des réunions privées, l'article 14. Or, on constate que les autorités n'appliquent même pas cet article 14, c'est-à-dire
les réunions privées, tout ce qui concerne les formations, tout ce qui concerne les réunions des instances internes des associations ou des partis politiques, elles sont aussi soumises à une autorisation qui n'est pas légale. Et elle est soumise à travers la pression qui est faite sur les gestionnaires des établissements en disant que même les réunions privées, vous devez demander une autorisation. Or, l'article 14 prévoit que la réunion sur invitation nominative, premier point. Deuxième point, vous avez entendu parler de la gestion démocratique des manifestations. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau où la police intervient avant même la manifestation. Dès qu'ils ont une information qu'il y a une manifestation qui est préparée, ils bloquent les stations de bus et les stations de tram et de métro et ils commencent à interpeller au faciès les personnes qui sont susceptibles de vouloir participer à la manifestation. Ils les séquestrent des heures durant. Après, ils les dispatchent en dehors du lieu de l'arrestation et les dispatchent dans d'autres commissariats de la périphérie d'Alger. Comme ça, les autorités sont sûres que les personnes n'auront pas le temps ni la force de revenir vers leur action. Je suis juste intervenir dans le même point que les autres ont fait concernant les disparitions forcées. On a souffert longtemps de ce problème puisque les familles qui habitent dans les conditions donc sous le territoire d'un pays qui a adopté une nouvelle loi de situation, en même temps, il interdit d'ouvrir les portes de passé. Donc pour nous, on ne peut pas comprendre que nous, il a adopté cette loi avec ses clauses et en même temps, il a fait la sous-traitance pour un organisme qui gère d'une façon ou d'une autre la situation. On a même frappé les portes de plusieurs procédures spéciales avec d'autres interactions avec d'autres mécanismes des Nations Unies, mais jusqu'à maintenant, on n'a même pas pu faire une reconnaissance de ces victimes, on n'a même pas pu préserver la mémoire. Comment procéder? Merci aussi. Je suis Mme Diamich, je suis membre du comité. Je voudrais vous montrer sur Bali, procédure Kula, et aussi sur la situation de nos habitants écouteurs. C'est seulement les hommes qui peuvent être des walis ou il y a des femmes qui peuvent être ça? Donc là, c'est le statut personnel. Oui, donc c'est un statut personnel qui est vraiment discriminatoire envers la femme. Il y a au minimum 10 points discriminatoires sur ce code de la famille. Il y a le wali qui est imposé à la femme. Bien entendu, il n'est pas imposé à l'homme. Il y a aussi les dispositions de divorce qui ne sont pas aussi soumises. Il y a le mari qui peut réfugier. Et donc, c'est une autre discrimination. Il y a l'autorité parentale. Donc, la femme ne peut avoir une autorité sur ses enfants qu'en l'absence du mari. Et là aussi, c'est une très grande difficulté que rencontre les gens dans le quotidien, surtout dans les maris travaillent les loin. Il y a aussi la garde de l'enfant. Les gardes en général c'est à la femme, c'est à la maman quand on la garde après le divorce. Mais dès qu'il y a le mariage, les enfants sont retirés à la maman. Donc il y a discrimination. Mariage, divorce, autorité parentale, garde des enfants et bien entendu, il y a aussi une autre aberration, c'est l'égalité en héritage. Aussi, elle n'existe pas. En Algérie, si par exemple un papa meurt et qu'il laisse 4 ou 5 filles, elles peuvent se retrouver dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oncle qui vient hériter de la moitié de la maison, et en général, parce que c'est des cas que nous recevons au niveau de l'association des Aïnoula, c'est des filles qui se retrouvent dehors parce que, en général, l'oncle ne vient pas habiter avec les nièces, mais plutôt vendre la maison. Il y a au minimum des points discriminatoires dans ce code de la famille. Merci. Procédure Kula. Est-ce que cette procédure, seulement pour les femmes divorcées ou aussi pour les hommes? Répondre à votre première question, le wali ne peut pas être notre femme, c'est un homme. Le wali doit être un homme. Toujours. La nouvelle loi, la modification qui a eu lieu sur le code de la famille a un peu allégé, parce qu'avant le wali devait être le père de la femme. La nouvelle modification a un peu allégé en disant que le wali peut être le père, le frère ou n'importe quel homme que la femme choisit. Mais c'est un homme. Ça doit être un homme et c'est une obligation pour la femme. Le khula, c'est une procédure qui permet à la femme d'acheter sa liberté au fait. Parce que dans le code de la famille algérienne, l'homme peut répudier la femme sans raison. Il a le droit
La femme n'a pas le droit de demander le divorce directement, ne peut pas divorcer directement. C'est la Elle doit demander au juge de la divorcer dans certains cas. Et le troisième cas, donc il y a le divorce par l'homme directement, répudiation. Il y a la femme qui peut demander au juge de la divorcer dans certains cas. Là, c'est une possibilité qui est donnée à la femme d'acheter son divorce. Donc elle demande le divorce et elle doit payer la somme, une somme que le juge va définir sur la base de ce que dit la loi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand la femme demande la preuve, le juge n'a pas le droit de refuser. Il doit lui accorder le preuve. Mais il doit fixer aussi le montant qu'elle doit payer à son mari. Les hommes ont le droit de répudier, ils peuvent répudier. Ils n'ont pas besoin d'acheter. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. La dernière question sur l'état, la situation de nos habitants amazighiens. Pourriez-vous nous donner quelques informations de plus sur la situation, particulièrement des discriminations au niveau individuel et collectif? Alors, attendez, juste avant que je laisse répondre, je voudrais savoir s'il y a d'autres questions, parce que comme il nous reste exactement 7 minutes, je sais que monsieur Zoufred, vous avez des questions. Les Mozambiques, c'est un peuple amazigh. Il y a d'autres composantes de ce peuple en Algérie et en musulman. Ils ont aujourd'hui la nationalité algérienne, donc ils peuvent revendiquer leurs droits spécifiques, par exemple le droit à leur langue, le droit à leur religion spécifique qui est l'islam sunnite. Ils peuvent revendiquer leur mode de vie spécifique, etc. Le droit collectif, c'est effectivement de la possibilité pour une communauté ou un peuple comme les Mozambiques, mais aussi d'autres comme les Kabyles par exemple, c'est de revendiquer quelque chose de commun. Est-ce que, par exemple, ce qui est un peu nouveau chez les Mozambiques depuis ces dernières années, c'est qu'ils estiment avoir été avoir tellement subi d'injustice que maintenant ils réclament la possibilité de s'autogérer. Et par conséquent, ils ont créé un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour l'autonomie du Nzab. Et c'est ça qui a valu de sévères sanctions, de sévères années d'emprisonnement, de la torture, etc. avec l'accusation de porter atteinte à l'intégrité de l'État algérien. Et un autre peuple qui sont les Kabyles, qui ont également créé en 2001 le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie au départ, et à peu près 10 ans plus tard, ce mouvement pour l'autonomie s'est transformé en mouvement pour l'autodétermination, avec une revendication d'indépendance du territoire. Et évidemment, c'est grave pour l'État algérien de revendiquer l'indépendance. Et évidemment, les membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie aujourd'hui en Kabylie sont gravement persécutés partout. Ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas se parler, ils ne peuvent pas avoir des sites internet, etc. Très bien, merci. Je vais absolument donner la parole à M. Dospace pour une autre question. Une question simple sur le parquet, parce qu'il n'y a pas d'information sur le parquet en Algérie, en tant que juge. Est-ce que le parquet suit le système français d'avoir l'indépendance du ministère de la Justice et des Sceaux? Est-ce qu'il y a aussi un procureur général ou c'est des procureurs généraux et des cours d'appel qui n'ont pas proprement parlé en hiérarchie sur toute la structure? Concernant le système judiciaire algérien a été copié sur le système judiciaire français jusqu'en 1975. Toutes les lois qui étaient en vigueur jusqu'en 1975, c'était les lois françaises, le pénal, le processus pénal, etc. Le système judiciaire français a évolué, le système judiciaire algérien est resté le même que le système judiciaire français ancien. Voilà, donc le parquet dispose de l'opportunité des poursuites, toujours, et il dépend hiérarchiquement du ministre de la Justice. Merci. Monsieur Comita. Une petite question. La liberté de mouvement, est-ce que c'est à titre de la loi concernant les forces frontières? Quand vous parlez de la loi de 2009 qui criminalise la sortie du territoire, c'est toujours criminalisé et les jeunes qui sont pris en mer passent devant la justice, ils sont condamnés, généralement ils sont condamnés à des amendes, donc ils payent de l'argent. Même si la loi prévoit de l'emprisonnement, prévoit jusqu'à 2 mois d'emprisonnement, mais la justice traite ça au maximum du sursis. Juste un mot sur la liberté de mouvement et notamment de travail.
traverser les frontières. Il faut vraiment noter le cas particulier des Touaregs, qui sont les habitants du sud de l'Algérie, mais aussi du nord du Mali, du nord du Niger, etc. Autrement dit, dans toute cette zone, c'est un territoire Touareg, et depuis toujours, ils ont eu la liberté de circulation entre les villes de Tamanrasset, de Kidal au nord du Mali, d'Agadez, etc. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle arrête des Touaregs, de toutes ces régions-là, et elle les accuse de banditisme. Et juste pour la petite anecdote, par exemple, un gendarme arrête un Touareg qui va d'Agadez vers Tamanrasset et il lui demande son passeport. Le Touareg ne comprend rien. Il dit pourquoi voulez-vous un passeport? Il dit vous venez de traverser une frontière. Et le Touareg répond s'il y a une frontière ici, c'est pas moi qui la traverse, c'est elle qui me traverse. Non, je voudrais rappeler qu'en 2013, même en passant par des postes frontières légaux, il y a eu des 90 personnes qui devaient aller au Forum social de Tunis qui ont été empêchées d'y aller. Ils ont essayé sur plusieurs postes frontières et été empêchés. En juin 2018, ça ne fait pas très loin, il y avait la conférence internationale du travail qui se tenait à Genève. La secrétaire générale du syndicat SNAPAP a été empêchée de sortir du territoire national. Et il figure jusqu'à présent une liste au niveau des postes frontières, sans que la justice ait quelque chose à dire. C'est les services de sécurité qui émettent cette liste en disant toutes ces personnes-là, vous devez annoncer tous leurs déplacements au niveau des services de sécurité. Merci. Merci. Juste aussi une précision concernant c'est vrai que la loi 08-11 de 2008 criminalise la sortie régulière du pays. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de peines d'emprisonnement qui sont utilisées pour les personnes qui essaient de sortir du territoire illégalement. Mais par exemple, cette année, en février, la Cour de Annab a condamné 27 personnes, y inclus des Algériens, à des sanctions de 20 000 dinars algériens. Donc la loi s'applique encore, même si les peines d'emprisonnement sont moins utilisées. À propos de ce que les collègues disaient concernant aussi la façon discriminatoire dans laquelle la loi est appliquée, on a recensé aussi des activistes qui ont été interdits de voyager dans le cadre, par exemple, du mouvement des diplômes nationaux. Il y a l'activiste Tahir Belabès, auquel on a interdit de quitter le territoire. Et également, on continue à remarquer qu'il y a disons, de discrimination sur le mouvement aussi à l'intérieur du pays, et notamment à l'égard des minorités religieuses, par exemple de Ahmadis, qui subissent aussi des discriminations pour l'octroi du passeport. Et bien évidemment les migrants subsahariens qui ont des difficultés pour accéder aussi au transport public, malgré un décret qui a été annoncé n'a pas été publié, donc on ne sait pas si ça existe. Madame, pour votre dernière question, vous avez posé la question en se demandant s'il y avait encore recours à des disparitions forcées. Donc je voulais juste préciser, par exemple, il y a 3 ou 4 cas. Je vais juste citer à titre d'exemple le cas Snakji, qui a été arrêté. Alors Snakji. Et il y a un autre cas, par exemple, qui a disparu en 2011, décembre 2011, et dont 2 articles de journaux ont cité, il s'appelait Hatim Rabah, donc HR, arrêté par les autorités, mais la famille n'a jamais retrouvé trace jusqu'à présent, en fait. Donc ils ne savent même pas s'il est vivant, que ce qu'il a fait, il est sorti pour se rendre au travail, il n'a jamais réapparu. Donc, on va partager ces cas avec Mme Lanscaris. D'accord. Merci beaucoup. Merci.